parce que nous dérangeons. Une nouvelle attaque politique est survenue, plus sournoise, plus insidieuse, mais aussi plus meurtrière, la censure bancaire. Vous l'avez bien compris, TV Liberté est plus qu'une chaîne, c'est un combat. Un combat pour la liberté de penser, de parler, d'informer, dans un monde obscurci par une démocratie confisquée et une forme de totalitarisme larvé. C'est donc un appel à l'aide que nous vous lançons. Ce combat auquel nous sommes confrontés, nous ne pouvons pas le perdre. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Aujourd'hui, je reçois Pierre Jovanovic. Mais mon cher Pierre, cette fois-ci, ça ne sera pas la revue de presse. Nous allons parler de votre formidable bouquin, 2008. Vous êtes gentil. Oui, je suis gentil, mais je peux être méchant si vous voulez. Ça serait drôle aussi. D'accord. Ce bouquin, Pierre Jovanovic, 2008, l'année où, chaque jour, les médias et les politiques ont menti aux citoyens pour leur cacher le plus grand hold-up de l'histoire mené à l'échelle planétaire par des banquiers américains devenus fous. Car tout a commencé en 2008. On pense que tout a commencé en 2008. Mais rien n'est fini, n'est-ce pas ? Ça continue aujourd'hui. Alors, l'économie est toujours sous l'emprise des effets pervers de cette funeste année et surtout des pratiques du système qui y ont conduit. Je me permettrai de citer Warren Buffett, que vous citez dans votre livre. Septembre 2008 a été un Pearl Harbor financier. La crise de 29 n'était rien à côté. Et cela dit, je veux dire, parce que les services américains étaient parfaitement informés des plans d'attaque des Japonais, mais ils ne l'ont pas empêché volontairement, parce que ça permettait donc à l'opinion publique effectivement d'appuyer la guerre contre le Japon, d'entrer en guerre des États-Unis. Et paradoxalement, Warren Buffett, vous faites bien de le souligner, parce que vous voyez, j'ai même pas pensé. Donc c'est là où on voit votre génie. Non, mais sérieux, je suis très sérieux. Parce que, en fait, ce qu'il a dit, finalement, je l'ai montré dans le livre, mais j'ai pas fait le rapprochement, dans le sens où cette crise de 2008, qu'on attribue souvent, la plupart des gens leur parlent de 2008, une crise bancaire, c'est Kerviel, hein, tout est sur le dos de Kerviel. En fait, non, cette crise, elle a été voulue. Elle a été organisée, elle a été déclenchée, et elle a été menée jusqu'à son terme par Monsieur Bernanke. Exactement, Monsieur Bernanke. Vous savez, le patron... Ce qui vous ressemble d'ailleurs. En effet, mes étudiants m'appelaient Bernanke. Bah oui. Alors, on se ressemble, mais on n'a pas... Non, mais j'ai lu les mémoires. J'ai lu ses mémoires qu'il a publiées récemment, dans lesquelles il reconnaît clairement qu'il avait été... Enfin, je veux dire que tout ça a été organisé. Parce que, voilà, il faut repartir du départ. La crise des fameux subprimes, c'est-à-dire des prêts à des ménages peu fortunés, généralement sans apport. Bon, on a mis tout ça sur le dos des pauvres. Des pauvres, exactement. Oui, c'est la faute des gueux. Voilà. C'est la faute des pauvres qui sont mauvais. On fait du social. Ouais, voilà. Mais c'est incroyable. On leur permet d'acheter une maison. Bon, mais on faisait des petits paquets de tout ça, on titrisait et on faisait circuler dans le circuit bancaire pour s'enrichir, bien sûr. Alors, vous décrivez. Alors, je dois dire que le bouquin, c'est une épopée. Mais une épopée tragique. 500 000 morts. Ouais. Et on voit, alors, les acteurs, les opérations, c'est très bien détaillé dans le bouquin. Une grande densité. Il y a aussi énormément de sources. Car tout est sourcé. On peut vous faire tous les reproches qu'on veut, mais vous avez vos sources. Et vous les citez. Vous avez même des contacts avec des journalistes américains, avec un certain nombre de personnes. De journalistes anglais. Je salue Ambrose Evans-Pritchard du Télégraphe de Londres. Que vous citez souvent dans votre revue de presse. C'est conduit comme une épopée tragique. Je crois vraiment que nos téléspectateurs ne vont pas s'ennuyer à lire votre bouquin, parce que on est tenu en haleine.
Parce que les responsables, on les voit qu'à la fin seulement. Vous en faites la liste. On se demande, il n'y en a pas un seul en prison. Ah non, bah attendez, faut plaisanter, quoi. vous plaisantez. Non, je veux dire, c'est le plus grand vol, c'est le plus grand hold-up de l'humanité, organisé pour enrichir juste quelques-uns, oui. Ou peut-être un pays en particulier. Mais pendant ce temps-là, mais même aujourd'hui, vous avez des villes entières de tentes quechua, que ce soit Los Angeles, je veux dire, les personnes qui vont par exemple à New York, mais surtout à Los Angeles, parce que Los Angeles c'est une ville qui s'étale, qui est organisée autour de l'automobile, mais les gens tombent des nues. Ceux qui connaissaient Los Angeles d'il y a 15 ans, il y a 15-20 ans, enfin avant 2008, aujourd'hui vous avez tous les gens qui ont perdu leur maison. Il y a quand même 12 millions de personnes qui ont été jetées dans les rues en 2008, et la plupart de ces gens, pour tenir la douleur, etc., se sont mis à se droguer au fentanyl, etc. Voilà. Donc c'était une accumulation. Voilà. Et aujourd'hui, vous savez, en écrivant, je me suis mis en colère tout seul. Je crois que ça se voit, ça se voit. Parce que c'est pire que ce que j'avais moi-même imaginé. Puisque je l'ai traité depuis 2008. Absolument. Et les seins de colère qui vous prennent dans l'émission que nous faisons ensemble sur la revue de presse, avec la revue de presse, les seins de colère se retrouvent dans le livre. Parce qu'il y a quand même des gens qui, comme vous l'avez dit, ont assisté à cette décomposition bancaire en se disant on va encaisser. Vous citez un exemple absolument hallucinant. Comment les agences de notation, Moody's par exemple, se sont enrichis d'une façon considérable. C'est obscène. Obscène, absolument obscène. Bon. Et puis alors... Mais tout est obscène dans ce livre. Enfin, je veux dire, du côté de tous les gens qui se sont enrichis, qui ont volé les pauvres et les gueux. Voilà. Alors, il y a un exemple que vous citez, c'est Goldman Sachs. Ça, c'est extraordinaire. Goldman Sachs. Qu'on salue Goldman Sachs, bien sûr. Continue de vendre, alors que le marché s'est déjà dégradé considérablement, quoique Wall Street ne bouge pas, tout va très bien. Goldman Sachs continue de vendre ses subprimes, qu'il déguise en produits sains, mais il achète par précaution chez l'assureur AIG des contrats de protection qui parient sur le fait qu'il y aura des faux de paiement des pauvres. Oui, en fait, il y a même deux choses. En plus, vous le dites, c'est hallucinant, la banque comprend aussi que son assureur AIG est en train de battre de l'aile. Exactement. Et donc, il achète pour 180 millions de dollars, elle achète une assurance contre les impayés de AIG. Ça, c'est incroyable. Non, mais c'est l'obscénité du capitalisme moderne, du capitalisme américain. Là, je crois que quand j'ai écrit ce passage, j'étais moi-même et encore, je pense à ce trader de Goldman Sachs qui dit, je l'appelle Goldmanstein, hein, vous l'avez vu, qui reconnaît avoir été en Belgique, donc en Europe, et qu'il avait vendu tous ses produits de BIP. À des veuves et à des orphelins. Oui. C'est-à-dire que ce sont des malfaiteurs. Oui, oui. Les gens de Goldman sont des... Enfin, à l'époque, c'était vraiment des malfaiteurs. Le monde est inversé. C'est le mot. Souvenez-vous, le premier Roosevelt, président Roosevelt, Theodore Roosevelt, en 1900. Que vous avez bien connu. Non, j'ai connu ceux d'avant. Bon, Theodore Roosevelt, président des États-Unis en 1901, après l'assassinat de McKinley, déclare, à propos déjà des banquiers, les malfaiteurs de grande fortune. Il les appelle déjà les malfaiteurs de grande fortune. Et vous avez eu le mot malfaiteur, mais vous voyez, parce que c'est congénital. Les barons voleurs de mémoire aussi. Robert Barons. Robert Barons, ouais. Les barons pillards. Exactement. Mais il avait pris d'ailleurs le père Kennedy pour redresser justement l'industrie bancaire. Oui. C'est-à-dire que... Et le père Kennedy, oui, mais après, il s'est pris au jeu. Ah oui. Il les a massacrés. Bon. Voilà, ce qui a donné, entre autres, la loi Stiegel-Act. Hein, oui, le Glass-Steagall Act, mais qui a été aboli par Clinton.
À l'époque de Clinton, autant que... En fait, Clinton, il se refoutait complètement. Lui, il courait après les secrétaires dans ses bureaux. Oui, bien sûr. C'est un homme, l'homme clé de cette... de ces milliards que nos téléspectateurs en Europe, partout, France, Italie, Angleterre, partout, nous avons été ruinés, volés, spoliés par un seul homme, parce que c'est lui le chef d'orchestre, oui. C'est un complice de Jeffrey Epstein, et il s'appelle Larry Summers. Voilà. Et à l'heure où nous enregistrons, l'affaire Epstein est à nouveau sur le tapis. Vous avez vu, du jour au lendemain, la ministre de la Justice américaine avait annoncé qu'elle allait, que tout était sur son bureau, que des milliers et des milliers de vidéos, de documents sont rendus publics, et 3 mois après, finalement, Donald Trump a décidé d'enterrer le dossier. Il n'y a plus d'affaire Epstein, il n'y a plus de liste de clients, et il s'est vraiment suicidé de 2 balles dans la tête. Voilà. Donc vous voyez que tout ça... Epstein, non, il s'est pendu autant que je me souviens, non Oui, il s'est pendu à 50 cm du sol. Oui. À 50 cm du sol, c'est l'idée. C'est pour ça que je dis de 2 balles dans la tête. Les suicides, oui, c'est comme Stravinsky. Oui, mais vous remarquerez que je fais juste une parenthèse là-dessus, c'est-à-dire que le meurtre du banquier David Rossi, qui a fait l'objet de mon reportage à Sienne, a été maquillé donc en suicide, hein, bien entendu, et exactement comme dans l'affaire Epstein, dans la prison, au sein même de la banque de la Montepaschi, les caméras les plus importantes au sein de la banque étaient en panne ce jour-là, exactement comme à l'étage où se trouvait Epstein. Voilà, ils ont juste oublié d'éteindre une caméra qui était à l'extérieur. Qui était à l'extérieur, et on a vu effectivement, et que j'avais récupéré à Sienne, que j'ai mis en ligne dans mon reportage, et donc il y a 9 ans de ça, et justement quelques heures avant que le raid, avant qu'il vienne enfoncer ma porte et celle de la maison d'édition, figurez-vous que YouTube m'avait envoyé un message en disant que j'avais pas le droit de mettre une vidéo de suicide ou d'automutilation. YouTube France, hein. Exactement. Et je reçois ce mail à 1h du matin. C'est automutilation. Alors que le type de YouTube France. YouTube France m'envoie une vidéo à 1h du matin. Mais pour que je la vois pas, bien entendu. Voilà. Et quelques heures après, ils arrivent. Donc, comme quoi, j'étais vraiment prêt à me suicider. Vous voyez, c'était vraiment tout était sous-entendu que j'ai regardé ce qu'a fait David Rossi, que moi aussi, voilà. Non, mais c'est abusé, quoi. Et l'épidémie continue. L'épidémie continue. On salue d'ailleurs la mémoire d'Éric Dénessé qui occupait cette place, ma place. Et Olivier Marlex, que j'ai reçu aussi. Et Didier Marlex, évidemment, qui lui, son affaire ressemble étrangement à celle de David Rossi. Parce qu'il avait enquêté sur, évidemment, l'affaire Alstom. Évidemment. Lorsque un certain futur président de la République était ministre des Finances. Exactement. Voilà. Donc ça, il gênait. On va dire c'est comme ça. Et je précise, si vous voulez, que moi, ça m'a le décès du député de M. Marlex me rappelle étrangement un haut cadre. Alors de moment, c'est de Deutsche Bank ou de Goldman. D'ailleurs, je crois que c'est Deutsche Bank en poste à Londres, à la City, qui a été retrouvé, qui s'est pendu lui aussi. Mais il s'est pendu avec la laisse de son chien, qui était un caniche, je précise. Oui. Donc je pense que quelqu'un qui veut se suicider, il va peut-être pas forcément utiliser la laisse de son chien, en général. Voilà. Et celle de M. Dénessé me rappelle la disparition similaire d'un banquier de la Banque du Saint-Esprit au Portugal, qui était embarqué dans des vols de plusieurs milliards d'euros. Donc en fait, c'est un peu les mêmes équipes qui travaillent là. Hein. Il y a une sorte de signature, on va dire ça comme ça. Voilà. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, mais la liste des responsables est établie de façon très claire. Vous avez cité Larry Summers. Larry Summers, pour moi, c'est vraiment ce type. Je veux dire, il faudrait ressortir. Il était l'acteur principal. La guillotine, place de la Concorde. Hein, ce type a des millions, des millions. C'est un génocide économique. Voilà. Cet homme a déclenché le génocide économique de toute la planète. Alors, il faut venir quand même expliquer à nos téléspectateurs qu'il a poussé le président Clinton
a modifié et a signé la suppression de la loi qui interdisait aux banques, justement, d'utiliser les dépôts. De vos dépôts, voilà. C'est-à-dire, ils prenaient votre argent pour le jouer au casino. Mais il a été c'est l'idée. Il a été suivi, vous le dites très nettement, page 267, par Alan Greenspan. Oui. Qui était un peu âgé, qui a son jugement. Il était un peu. Voilà. Alan Greenspan était président de la Fed, la banque fédérale américaine. Il y en a un autre aussi que vous mettez en cause, c'est Hank Paulson. Hank Paulson, ancien président de Goldman Sachs, bien entendu, et surtout ministre des Finances américain. Oui. Donc en fait, ils couchent tous dans le même lit. C'est ça qui était absolument épouvantable. Et on voit, si vous voulez, la mentalité à nouveau de Goldman Sachs, qui a agi de concert. Donc Larry Summers plus Goldman Sachs, je peux vous dire que là, c'était pour dépouiller la planète entière. Ils ne se sont pas contentés des États-Unis ou de l'Europe. Ils ont volé. Oui, il y a plusieurs chapitres sur en Europe, toutes les banques européennes qui ont été dépouillées, et le reste du monde. Tout ce qui s'est passé dans le reste du monde, le massacre. Sauf Israël, vous avez remarqué. Oui, en effet. Le reste du monde, 7 milliards de victimes, dites-vous. C'est le chapitre 13. 30 trilliards, ils ont vendu, ils ont volé. 30 trilliards, ça c'est au bas mot. À mon sens, ce serait même plutôt 60 trilliards. Et si aujourd'hui, votre salaire n'a pas suivi l'inflation depuis 2008, remerciez les États-Unis, remerciez la politique de la Fed et de M. Paulson. Et Paulson, ces gens sont des criminels. En tant que Goldman Sachs, ils ont eu la peau de Lehman Brothers. Oui, c'était un des vieux règlements de compte. Voilà. Et surtout, ça leur a permis effectivement de récupérer une bonne partie des affaires de Lehman Brothers. Voilà. Donc, alors, vous mettez en cause aussi Barack Obama, qui... Barack Obama, absolument. Lui aussi, place de grève. Oui. C'est parce que en fait, il était le président à ce moment-là. Oui. Il aurait pu mettre le haut là. Ben voilà. Mais il a préféré suivre Goldman Sachs et Monsieur Larry Summers. C'est le club Epstein, quoi. Voilà. C'est un club de sport, très privé. Raymond, sport, oui, du sport, oui. C'est ça. Raymond McDaniel, on a parlé de l'agence Moody's. Oui. C'était le patron de Moody's, qui n'a rien vu venir. Ils auraient pu arrêter. Qui a continué de... Ils auraient pu lancer l'alerte à plusieurs reprises. Mais vous savez, regardez, le patron... Il y avait une entreprise qui s'appelle toujours d'ailleurs AIG. Alors, on ne connaît pas trop AIG. Oui, mais attendez. C'est-à-dire que AIG, c'est eux qui accordaient les assurances contre les impayés. Oui. Alors AIG, c'est très gros. Hein. C'est eux qui assurent les décollages d'avions, les atterrissages. Enfin, je veux dire, les flottes, c'est quelque chose d'hyper spécialisé. Oui. Personne n'a jamais. C'est pas Allianz. Hein. C'est pas quelque chose qui assure la clientèle privée. Et le PDG de AIG, je crois que je le montre. C'est en l'année 2006, oui, vous le dites. De mémoire, en fait, il a sifflé la fin de la récré. Oui. Voilà, là, je le montre, je ne sais pas si on peut faire un... Oui, bien sûr, on va le voir, oui. Là, c'est page combien ? Page 37. 30 décembre 2006, Joe Cassano, président de l'assureur AIG Financial Products, a décidé de ne plus accepter aucun contrat d'assurance sur les subprimes. C'est-à-dire que le 30 décembre 2006. Donc là, on est 2 ans avant la crise. On est 2 ans avant l'explosion de Wall Street qui va ruiner les Français, qui va ruiner les Italiens, même les Américains, qui va ruiner le monde. Lui, il siffle la fin de la récré. Oui, c'est... Je veux dire, là, ils auraient pu... Il était temps d'arrêter. Oui, non, mais... Et en fait, non. Ce sont les banques américaines qui, trop contentes du fait que AIG se soit mis sur le côté, qui ont décidé de continuer pour mieux voler, parce que n'oubliez pas, la clé de tout ça, ce qui s'est passé entre 2006, 2007, 2008, ils ont volé tous les fonds des caisses de retraite. Voilà. Première chose. Et deuxième chose, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui même, il est question de repousser l'âge de la retraite. Et au moment où on se parle, nous, et j'invite nos spectateurs à regarder, en Grèce
à Athènes, il y a un débat au Parlement où il est question de repousser effectivement, quasi immédiatement, la retraite, l'âge de la retraite à 70 ans. Ouais. Donc le Danemark l'a accepté au moment de la sortie du livre. Oui. Au moment, le jour de la sortie du livre, c'est quasiment. Et alors moi j'en parlais depuis j'en ai parlé en octobre 2008. Vous avez été Cassandre mais alors que tous les autres... Je salue Cassandre. Oui, pauvre Cassandre. Pauvre. Enfin bon, en même temps, vous savez, quand on fricote avec Apollon, c'est... Bon, hein. Alors, hein tous les observateurs, dont, alors le premier d'entre eux que vous stigmatisez, c'est M. Munk. Ah, Alain Minck. Qui a fait des professions foireuses Alain Minck. sur la crise de ce premier. On salue Alain Minck. Bénédiction sur Alain Minck. Non, mais alors, Lui, M. Minck, qui veut supprimer 4 jours de fête catholique afin qu'on rembourse notre dette, que lui-même... Alain Minck est responsable. Voilà. Il est responsable de ça, parce qu'en 2008, il a dit « Ceci de nous, ça ne concerne pas la France, ça concerne juste 300 000 personnes. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. » Et ce crétin a expliqué ça à tous les chefs d'entreprise en France qui lui ont fait confiance et qui ont du coup décidé de continuer leurs investissements et du coup ça les a mis dedans l'année d'après. Oui. Alain Minck, voilà, le conseiller, le visiteur du soir et celui qui a fabriqué Emmanuel Macron, je rappelle. Exactement. Alors, il y en a... Pardon, je me suis énervé. Non, mais il y a... Alors, Alain Minck... Non, mais il fallait souligner que tous les économistes... La fripouille économique. Tous les économistes se sont trompés sur cette crise. Félicitons Taouti. Touati. Non, il y en a un qui... Alors, par contre, c'est Nouriel Roubini. Un Turc, oui. Il l'a vu. Il l'a vu, absolument. Et il y a Celente. Enfin, je pense. Gérald, absolument, oui. Gérald Celente, avec lequel que j'avais interviewé d'ailleurs. Voilà, vous l'avez interviewé. Exactement, qui l'a vu et qui l'a annoncé sur Fox News. On pourra peut-être voir un extrait de Fox News. Exactement, où il disait qu'en fait les classes moyennes allaient être détruites parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de faire tourner la planche à billets. Voilà. Alors, justement. Et ça va lancer l'inflation. Très bien, voilà. Justement. C'est que le remède à tout cela, ça a été la planche à billets. Tout d'un coup, on a vu arriver... Et ça n'a guéri rien du tout? Bien sûr que non. C'est un faux remède. Et nous en souffrons encore aujourd'hui, avec, comme vous l'avez dit, l'inflation. Ouais. Entre autres. Ouais. Mais l'argent a coulé à flot, mais à partir des banques centrales. Alors que même Christine Lagarde était en panique. Là, on le voit dans le livre. Attends, à la Banque Centrale Européenne, en 2007, en l'été 2007, ils étaient en panique totale. Déjà en 2007. En 2007. Donc ils ont commencé à imprimer et la BNP, elle ne savait même pas si elle allait ouvrir, la Société Générale pareil, Crédit Agricole qui s'est vautré, ils se sont vautrés, ils ont acheté des subprimes à ne plus savoir quoi en faire. Vous savez, ça me fait penser à ce dessin du capitaliste libéral, vous savez, qui est absolument énorme, un peu comme Gérard Larcher, et qui s'engouffre de la bouffe comme ça dans la bouche. Et il y a des gens très maigres qui ont faim autour de lui et ils continuent à manger. C'est ça. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Vous savez, cette année, c'est important de comprendre ça, qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé. Parce que toute la politique actuelle que vous voyez à l'Assemblée nationale, elle part de là. Voilà. Tous les maires, tous les chefs d'entreprise, je veux dire, tout le monde devrait lire ce livre. C'est vital. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui l'ont... On est à la 4e réimplante. Réimpression, c'est bien. Alors, on a oublié de dire l'éditeur, bien sûr, c'est le Jardin des Livres. Le Jardin des Livres. Qui a reçu une visite. des services. La porte a été cassée. Voilà, ils sont même descendus dans les caves. Non, mais c'est incroyable. Et puis, il y a des gens qui ne le croient pas. C'est ça qui est tout à fait extraordinaire. Ils sont descendus dans les caves, mais ils n'y sont pas restés, parce qu'il n'y avait pas de bonnes bouteilles. Ouais, voilà. Mais le cave se revif. Tiens, le cave se rebiffe, excellent. Pardon. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Oui, c'est pas moi, je ne me sens pas concerné. Non. Alors, continuons quand même sur cette crise, qui continue d'ailleurs, dont les effets continuent. Nous avons rendu hommage à Celente et à Roubini, qui nous ont... Mais il y a Ambrose Evans-Pritchard dans le Télégraphe de Londres. Voilà. Déjà fin 2006, il avait émis une alerte. Il y a le Washington Post, il y a un journaliste du Washington Post. Ils ont en janvier 2007. Et vous savez, tout part de la ville des anges et tout vole dans les airs
Los Angeles. Non, le jour de la fête des anges. Ouais. Tout commence dans la ville des anges. Ouais. Attends, on a une chance sur 365 quand même, déjà. Mais alors Tim Geithner, qui est le président de la Banque de la fête fédérale de New York. De New York, Voilà. Il y a 12 banques. Hein, C'est ça. Il dit ceci. Comme 12 apôtres, Tiens, oui. Oui. dont un traître. Oui, tandis que là, c'est les 12. Nous étions très proches du moment où on allait arrêter tous les distributeurs. Ah oui, absolument. Là, à New York, il était prêt à appuyer sur le bouton, effectivement. Comme en Angleterre, hein. Oui. C'est ce qu'avait déclaré le gouverneur. Ils étaient prêts à appuyer sur le bouton, de stopper la totalité des distributeurs automatiques. Et attends, on n'est pas exempt de ça. Hein. Non. Parce que tout ce qui s'est passé en 2008, ils n'ont réussi à récupérer que très peu. Mais vu tout ce qu'ils ont imprimé, je veux dire, ça a déclenché. Vous savez, c'est un peu comme le Titanic. C'est-à-dire au moment où ils ont heurté l'iceberg, comme le dit si bien Jamie Dimon, hein, le PDG il le dit, on a heurté l'iceberg. Oui. Mais entre le moment où ils arrivent à stopper le Titanic, l'inertie, le poids de l'économie mondiale est absolument colossal. Et on est toujours dans ce moment-là. Oui. Alors, il y a d'autres entreprises. Il n'y a pas que Goldman Sachs que vous mettez en cause. Il y a Lehman Brothers, qui est morte. Il y a Merrill Lynch. Lehman, ils ont abusé. Lehman, franchement, ils ont abusé. Merrill Lynch. Mais absolument. Bear Stearns. Puis tous les hedge funds. Toutes les grandes banques américaines. Vous parliez des Anglais. Parce que les grandes banques... Pardonnez-moi, mais juste pour que ça soit clair, la raison pour laquelle les grandes banques ont fait du subprime, elles ont racheté des subprimes, c'est uniquement pour en faire un joli paquet cadeau et le revendre à votre fonds de pension. Oui, voilà, c'est ça, parce que... À tous les fonds de pension du monde entier. On le voit ça même en Australie. Ils ont réussi à ruiner au fin fond, je veux dire, mais avec les kangourous et les serpents à sonnette. Ce qu'il faut dire à nos téléspectateurs, incroyable. C'est les banques ont intérêt à avoir des actifs, fussent-ils pourris, pour justement créer leur activité. C'est pour ça qu'ils achètent n'importe quoi. Ils achetaient ces subprimes en question, qui étaient destinés à l'origine aux ménages pauvres. La BNP, le Crédit Agricole, l'UBS, l'Union des banques suisses, le Crédit Suisse, défunt, ont acheté ces produits, encouragés par Moody's. Hein. Non, attendez, c'est pas encouragé par Moody's. Moody's, on va dire, il mettait la note AAA, voilà, en disant que c'était une super voiture. C'est comme si vous allez chez un concessionnaire Renault-Peugeot et le type vous dit la voiture, elle est neuve, elle sort de l'usine. En fait, elle a déjà 100 000 km, hein, elle a déjà 6 ans. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Oui, c'est ça, oui. C'est de l'escroquerie en bande organisée à un niveau mondial. Et le plus effrayant dans tout ça, c'est la crétinerie des banquiers français. Parce qu'ils ne savaient même pas ce qu'ils achetaient. Crédit Agricole, ils sont vraiment tués. Crédit Agricole, ils sont tués. Mais alors, la Société Générale. Pareil. Et alors la Société Générale, ils ont tout mis sur le dos de Kerviel. Oui, alors ça, c'est extraordinaire. À l'époque. On va voir l'extrait. Parce que c'était public, c'est du PDG, là. Bouton, monsieur Bouton, qui est là. En fait, on a perdu 5 milliards, mais on ne sait pas de. On est très embêtés. Voilà. Et c'est de la faute de Kerviel. Voilà. Puis dans la journée de samedi, nous avons découvert l'existence d'une position dissimulée, complètement cachée, extérieure à nos livres, à nous, mais logée dans notre champ d'activité de marché. Il a découvert 5 milliards de pertes de Société Générale, affirmant que c'était une position dissimulée. Alors qu'elle n'était pas du tout dissimulée. Puisqu'il y avait déjà eu une information selon laquelle il y avait un risque de ce côté-là. Et on a mis tout sur le dos de Kerviel. Il est allé en prison à la place des dirigeants, quoi. C'est ça. Mais la caisse d'épargne, il y a on l'a vu il y a un trader. Mais on a perdu 600 millions. 600 millions de l'argent des clients. C'est extraordinaire. Non, mais ces banquiers sont devenus fous. Ils nous ont pris en otage. Je veux dire, le monde est inversé. C'est vraiment, maintenant, c'est les banquiers qui attaquent les gens.
Alors justement, c'est ça, il faut qu'on... Nous, on le voit dans notre revue de presse. Je veux dire, les gens vont à la banque postale, ils peuvent même pas retirer leur argent. Il y a un monsieur, j'ai vu sur, je crois que c'est sur Facebook, il y a un monsieur qui va à la banque postale, ou je sais plus quelle banque, mais je crois que c'est la postale, il veut déposer 100 ou 200 euros sur le compte de sa gamine. Oui. Voilà. Ah non, monsieur, vous pouvez pas. Vous avez procuration sur le compte, etc. Alors que, la gamine, elle est pas majeure. Et même aujourd'hui, même les gens qui veulent déposer de l'argent en liquide, vous devez justifier la provenance des fonds. Ouais. Mais c'est des malades. Ouais, non, mais c'est... Alors, Et tout part de là. Tout part de 2002, 2003. Tout part de là. Alors, les Anglais, me semble... Par exemple, la presse anglaise, le Sun, se montre alors d'une virulence contre les banquiers qu'on n'a pas vu en France. À un moment, la presse française à côté de la presse anglaise, il n'y a pas photo. Il les traite de cochons. Il les traite de porc. Et de porc. Ouais. Et comme la Banque centrale anglaise baisse les taux d'intérêt pour les banquiers, mais ne les baisse pas pour les personnes. Pour les gens, oui, bien sûr. Il les traite de assholes. Assholes, exactement. Assholes. On ne va pas traduire. Voilà. Hein, parce qu'on est poli, mais enfin quand même... Allez, disons-le. Mais il y a l'anecdote où Gerald Celente envoie son magazine à un journaliste, alors je ne sais plus si c'est du Wall Street Journal ou du New York Times ou du New York Herald, et le journaliste, parce que le Celente, en 2008, explique que tout ça, ça va voler dans les airs, que ça va être absolument effroyable, et que la population, c'est la population qui va payer un prix absolument terrifiant. Et le journaliste, du haut de son mépris, exactement comme dans le film Big Short d'ailleurs, il l'envoie, on va pas traduire non plus, mais il l'envoie se promener violemment en le disant c'est même pas Cassandre, quoi. C'est tout à fait incroyable. Non, mais je veux dire, là, c'est la vue d'en haut, c'est la vue du 14 juillet, et surtout que parce qu'aucun journaliste américain n'a fait le travail, c'est-à-dire de revenir en arrière. Au point de départ. 2007, Non, 2003, la campagne de Bush, la campagne électorale. Alors, tout ça, c'est une histoire de racisme à la base. Hein. Oui. Bon, mais il faut le rappeler. Oui. Hein, c'est pour obtenir la voix des Blacks et des Latinos, absolument, qui n'avaient pas du tout envie de voter pour M. George Bush, même s'il était devenu très... comment on appelle ça déjà les Christian Reborn. Je ne sais pas si on a quelque chose en français là-dessus. Oui, je vois. C'est très évangélique. Hein, voilà. L'esprit... Et bien que évangélique, le George Bush fils ne passait pas. Non. Absolument. Ça a d'ailleurs été très juste avec des problèmes de vote, de comptage. Bon, le vote électronique... sans son frère au Texas qui avait bidonné les votes électroniques, c'est Gore. C'est très inquiétant d'ailleurs. Le vote électronique est... Ça devrait être formellement interdit. Mais bon. Passons. Alors, je reviens à Nouriel Roubini. Il a eu cette phrase. Nous sommes menacés par la socialisation des pertes. Or, c'est la grande leçon que l'on peut tirer de votre livre, c'est que privatisation des profits, socialisation des pertes. Exactement. C'est pile je gagne, face tu perds. Et donc, socialisation des pertes, eh bien, on en vit encore les effets, baisse des revenus. Oui, voilà, tiens, j'ai la phrase là. Voilà. Ce que Washington vient de faire est totalement incroyable. Ils ont nationalisé les pertes des banques, et ils ont privatisé leurs bénéfices. Voilà. Il y a un sérieux problème de morale ici. Voilà. C'est quand même absolument incroyable. Et tiens, je vous donne un exemple typique. Regardez bien. C'est-à-dire qu'en fait, ce vol colossal qui a entraîné d'abord les États-Unis, ensuite quasi instantanément le reste du monde, avec la fibre optique, effectivement. C'est-à-dire qu'en fait, les entreprises ne pouvaient plus payer les salaires, parce que quand vous avez des entreprises qui sont payées à 3 mois ou à 6 mois, en général, c'est la banque qui fait la soudure, comme on dit. Oui. Voilà. Et là, à partir de fin septembre 2008, effectivement, et tout octobre, eh bien, les banques ont stoppé de faire la soudure, de faire des crédits aux entreprises. Oui. Et on a vu, par exemple, Hewlett-Packard, c'est l'exemple, Hewlett-Packard obligé d'appuyer sur le bouton et de licencier 20 000 personnes du jour au lendemain.
Et ensuite, ce licenciement de Hewlett-Packard, en fait, a lancé des millions de licenciements dans le monde entier. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. Oui, vous publiez la liste des licenciements, d'ailleurs, dans votre revue de presse. Il y a un effet traînée de poudre, évidemment. Alors, socialisation des pertes, c'est aussi les États qui viennent au secours d'un certain nombre d'entreprises, notamment AIG a été secouru par l'État fédéral. AIG, moi j'ai les déclarations de Hank Paulson. Hank Paulson a dit si on laisse AIG voler dans les airs, comme il dit, c'est-à-dire faire faillite, eh bien il n'y a plus aucun avion qui décolle. Il n'y a plus aucun avion qui décolle. C'est aussi simple que ça. Voilà. Le monde entier s'arrête. Donc ils ont effectivement sauvé AIG. Alors qu'ils auraient vous savez, ils auraient très bien pu sauver. Ils auraient pu très bien dire aux gens bon, vous avez un prêt sur, on va dire que vous devez rembourser, je sais pas moi, 1 000 € et que 1 000 $ et que ça vous étrangle. Eh bien, on va étaler ça et vous allez rembourser que 500. Voilà. Et en fait, ils sauvaient la situation, mais pas du tout. Non. Pas du tout. Ils ont préféré mettre le revolver de la justice sur les tempes des pauvres, dont ils se sont servis, je le rappellerai jamais assez, ils se sont servis des pauvres pour voler vos fonds de retraite. Oui, pas seulement les pauvres. C'est ça le truc. La classe moyenne aussi, du coup. Mais la classe moyenne, mais toutes les classes. Bien sûr. Sauf les ultra-riches, évidemment, qui ont bénéficié de ce qu'on appelle les planches à billets. Et puis là-dessus arrive, cerise sur le gâteau, l'affaire Madoff. Ah oui, ça c'est vraiment la cerise, hein, c'est clair. Oui, mais alors vous évoquez le fait qu'un certain nombre de responsables n'ont pas été mis en cause, ne sont pas en prison, ne sont pas jugés, mais lui, il a pris 150 ans quand même. Oui, mais il les a pas pris tout de suite. Et ce qui est extraordinaire, si vous voulez, c'est que l'affaire Madoff, en fait, c'était une histoire de blanchiment. Hein, je le rappelle. C'est quand même une histoire de blanchiment qui permettait à un certain nombre d'associations israélites, en France notamment. Je rappelle que ça a commencé par la France, hein, parce que la dame a écrit ses mémoires. Hein, elle était devenue la maîtresse de Madoff. Et donc, en fait, elle amenait c'est du blanchiment d'impôts, de taxes, au détriment du fisc français, de Bercy, hein, voilà, et qui remontait via des circuits utilisés par Madoff, et que Madoff, effectivement, lui, il mettait ça dans sa poche, quoi. Oui, bien sûr. Il a même volé de salle, faut le faire. Il est bon. C'est quand même incroyable. Bon. Mais bon, c'est la vieille pyramide de Ponzi, on paye les intérêts. Mais tout s'est écroulé en même temps. Avec ceux qui entrent. C'est ça, mais c'est ce que font les banques. Oui. Je rappelle que c'est ce que font les banques aujourd'hui. Oui, mais ce que vous signalez aussi, c'est que pendant que Madoff fait ses opérations, les banques prennent leur commission. Évidemment. Et ça enrichisse aussi. La JP Morgan savait depuis très longtemps que les opérations de Madoff, elles n'étaient pas claires. Mais comme elle gagnait des millions de commissions, bon, ils ont continué à le soutenir jusqu'au lendemain. Moi, je rappelle que Lehman Brothers auraient dû faire faillite peut-être 2 ans avant, c'est-à-dire en 2006. Mais à nouveau, c'est JP Morgan qui a continué à les maintenir. Voilà. Qui faisait la soudure, justement, pour Lehman Brothers. Je vous explique exactement ce que faisait Lehman Brothers. Elle devait faire son bilan comptable de l'année. Donc, en fait, elle prenait je sais pas, je dis n'importe quoi, 100 milliards à la JP Morgan. Les 100 milliards se trouvaient dans les comptes au 30 décembre. Oui. Au 2 janvier, la Lehman revirait l'argent à la JP Morgan. Oui. Et le cirque recommençait à nouveau après. Et les commissaires aux comptes, évidemment, n'y voyaient que du feu. Ouais. Les agences de notation n'y voyaient que du feu. L'État fédéral couvrait. Les banquiers de la Fed trouvaient que c'était une très bonne chose. Je me permets de rappeler quand même à nos téléspectateurs que sous nos monarques, sous nos rois, les financiers qui s'aventuraient un peu trop dans la fraude, ils étaient pendus, emprisonnés. Voulez-vous que j'en cite quelques-uns ? Sans Blancet. Sous François Ier, pendu, à 77 ans quand même. Hein. Jacques Coeur, Fouquet, bon. Fouquet, oui, absolument. Bon, donc, et pourtant, c'était beaucoup moins pécamineux que ce que font les banquiers aujourd'hui. Donc,
le pouvoir royal. Non, mais là, on est passé à un niveau absolument incroyable. C'est un niveau international. Grâce aux fibres optiques. Voilà. C'est tout à fait exceptionnel. Parce qu'il y a la mondialisation et donc une crise bancaire aux États-Unis. C'est pour ça qu'on dit too big to fail, trop grande pour tomber, parce que sinon ça entraîne l'arrêt du pays en entier. Et c'est ce qu'ils ont voulu. Moi, j'ai lu les mémoires de Ben Bernanke. Il se justifie en disant, on le voit dans le livre, il fallait que tout s'arrête pour qu'on puisse réparer. Hein. C'est fin quand même. Donc il a laissé le système s'arrêter, c'était volontaire. Tout était organisé. Mais pendant ce temps-là, pendant 6 ans, ils ont volé les fonds de retraite. Et à nouveau, je le dis aux nouvelles générations, ça se trouve, vous allez être obligés de travailler jusqu'à l'âge de 70 ans uniquement à cause du vol de ce qui s'est passé, à cause des banques américaines en 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Et en France, un certain candidat à la présidence de la République nous a déclaré « Mon ennemi, c'est la finance ». François Hollande. Bon. Oui. Or, il nous a trompés. Mais il nous a trahis surtout. Vous savez pourquoi ? Allez-y. Parce qu'il a dit « Nous allons revenir sur la disposition Glass-Steagall ». Oui, absolument. On va faire la séparation des banques de dépôt. Mais il n'a rien fait du tout, bien entendu. C'est des promesses, mais Sarkozy a fait la même promesse. Voilà, absolument. Ces gens sont très forts en promesses. Hein. Dès qu'il s'agit des banques, mais après, il se passe rien. Hein, voilà. Et donc, sa grande déclaration, mon ennemi, c'est la finance, c'était de pure hypocrisie, pure stratégie. Non, mais c'est même pire que ça. C'est-à-dire qu'une semaine avant, je le rappelle, il a envoyé l'un de ses collaborateurs, je crois qu'on en a parlé la dernière fois, il a envoyé une semaine avant de faire sa déclaration au Bourget. Oui, c'était au Bourget. C'est au Bourget, c'est ça. Oui. À la City de Londres, parce que la City de Londres, elle achète la dette française, je rappelle. Bien sûr, voilà. Et donc ce collaborateur a prévenu tous les acheteurs de la dette française en disant Monsieur Hollande va dire ceci, mais vous inquiétez pas, ne le prenez pas personnellement. Ne le prenez pas, vous n'êtes pas concerné, c'est juste pour qu'il gagne. Et ce collaborateur, c'était Emmanuel Macron. Ouais. Donc, François Hollande, de toute façon, on est trahi, je veux dire, entre Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron, je veux dire, depuis la disparition de Chirac, ce ne sont que des trahisons. Ouais. Et ils sont en train d'endetter le pays pour mieux le découper ensuite. Ouais. Je crois que nos spectateurs ne veulent... Parce que c'est tellement énorme qu'on refuse de le voir. Oui. C'est une catastrophe énorme en ce qui concerne la France. La France pourrait disparaître, en fait, à cause de ces histoires de dettes. Ouais. Moi, je rappelle qu'on a plus de 3 trilliards de dettes. Ouais. Et qu'on continue. Macron continue. Oui. Alors, une partie de la dette est détenue par la Banque Centrale Européenne. Et je ne dis rien. Je dis ça, mais je dis rien. Écoutez, dans la revue de presse aujourd'hui, justement, je cite les travaux de Jean-Pierre Chevalier, que vous connaissez bien. Que j'ai reçu à ce... Exactement. Voilà. Il fait la postface de votre bouquin. Exactement. Et Jean-Pierre Chevalier dit que la Banque Centrale Européenne a perdu de nouveau 8 milliards. Oui. C'est-à-dire que c'est une banque centrale qui perd de l'argent en permanence. Et qu'en fait, aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne, techniquement, est en faillite. Ouais. Bon, elle ne pourrait pas être en faillite parce qu'elle a la planche à billets, justement. Mais ceci va entraîner à nouveau l'inflation et ainsi de suite. On est très très mal barré là. Ouais. Et on est très mal barré. Le taux de croissance de l'économie française ? Oui. Dérisoire. Pourquoi ? Et encore, si ce chiffre était vrai, je pense qu'il est négatif. Il est négatif. Il est négatif. L'Allemagne a eu un taux négatif aussi. Mais on est sur une illusion qu'en créant de la monnaie, on crée de la croissance. C'est le contraire. C'est la croissance qui crée de la monnaie, et non pas la monnaie qui crée de la croissance. Exactement. On le voit avec mes reportages en Turquie. En France, toutes les banques sont en train de fermer toutes les agences. Ils retirent les distributeurs parce que le peuple français s'est appauvri. Ouais. Et d'ailleurs, les chiffres à propos de l'appauvrissement, c'est sorti hier. Oui. Jamais il y a eu autant de pauvres. Enfin bon, peu importe. Alors qu'en Turquie, ils sont en pleine expansion. Il y a des banques tous les 2 mètres. Ouais. Il y a plus de banques que d'églises à Rome, pour vous dire. Et ils installent des distributeurs à tous les coins de rue. J'en témoigne, oui. Non, mais c'est très raconté important. Dans votre revue de presse. On voit, on en a déjà parlé. En plein cœur du Taurus, dans la montagne.
Oui, en pleine montagne, d'un seul coup, tu attaques les Il y a une distributeurs. demi-douzaine de distributeurs de billets. Oui, parce que eux, les Turcs, c'est ça qui est marrant avec eux, c'est que les banques françaises, oui, un distributeur, ça coûte très cher au père, machin. Et donc, la Société Générale, BNP, etc., Crédit Mutuel, ils se sont mis ensemble pour exploiter un distributeur, un seul. Donc un distributeur pour tous. Oui. Alors qu'en Turquie, justement, il y a une telle expansion, chaque banque a son distributeur. Et il est hors de question qu'on aille retirer... voilà. Donc c'est l'appauvrissement de la France et on le voit avec tous les chiffres à tous les niveaux, justement. Alors, est-ce que vous croyez... Moi, je suis très très inquiet là pour le pays. Oui, mais est-ce que vous croyez justement... Parce qu'avec ces deux vues depuis 2008, moi, franchement, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe vraiment aujourd'hui sans je sais pas ce que vous en pensez. Mais bien sûr, il faut que tous nos compatriotes deviennent des insiders. C'est ça. C'est-à-dire les gens qui sont... Il faut être informé, c'est très important. Qui sont dans le système et qui rentrent dans le système et qui en possèdent quelques-unes des clés. Parce que c'est quand même très complexe. Mais nos concitoyens ont le droit à l'information, ont le droit. Et malheureusement, ça reste... Les médias français, ils ont fait l'impasse là-dessus. Là, les télévisions, mais vous avez vu? Incroyable. Mais le silence total. Ouais. Le silence total. Les banquiers, ils ont cassé une fenêtre. Les vilains. C'était vraiment ça. Seules les autorités monétaires connaissent la réalité. Mais ça nous a coûté une fortune. Ouais. Ils ont volé nos fonds de retraite. Ouais. Est-ce que vous croyez, par exemple, que la France pourrait être mise sous tutelle du FMI? Mais évidemment. Mais évidemment. Je peux vous dire que les Allemands seront ravis. Oui. Les Allemands ont mis la Grèce. J'ai toujours dit, vous le savez bien, tout le monde le sait. Là, pour le coup, j'ai toujours dit, la France va devenir la Grèce de 2010. Grosse Grèce. Exactement. Là, on est parti pour. Ouais. On est parti pour. Et en plus, on ferme nos industries. Donc, il n'y a plus de... Regardez ma liste des licenciements. Je veux dire, mais c'est effrayant, quoi. Ouais. Attends, pour vous montrer que la France est à l'arrêt, que la France a un arrêt du cœur. Ouais. Le seul fabricant de cœurs artificiels est en faillite. Ah. Je crois même qu'il est liquidé. Le seul. C'est quand même incroyable. Et c'est tellement symbolique. Oui. Pardon. Non, mais... Je m'énerve, mais... Alors, je veux dire, Macron, Hollande, Sarkozy, Macron, ce sont des traîtres à la France et aux Français. Alors, je sens que je vais recevoir une deuxième visite du RAID. Moi, si jamais je disparais... Non, mais attends. C'est vous ma protection. Non, mais attendez. Non, c'est important. Vous êtes ma protection. Mais sachez que... Si je disparais, eh bien, j'aurais apprécié mon séjour sur Terre, voilà. Et je vous embrasse tous. Non, Pierre, et j'ai été ravi d'être avec vous. Non, mais moi j'ai écrit suffisamment sur le sujet. C'est l'heure, comme on dit. Voilà. C'est vrai. C'est pour ça que je suis droit dans mes bottes et ça me fait vraiment pas peur. Voilà. Mais ils sont capables de tout en ce moment. Oui. Alors, moi je vois quand même un signe, c'est que le pouvoir est en situation difficile malgré tout. Et qu'il se raidit, et quand il se raidit, il est comme la bête qui mord. C'est ça. C'est ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Oui, ça fait beaucoup de suicides quand même. Oui. 3 suicides à la DCRI, ça fait beaucoup. Oui. Youssef Indy qui est convoqué par la police antiterroriste, alors que c'est un écrivain. Déjà le fait, à la limite, il aurait été convoqué par, je sais pas moi, la police du proxénétisme. À la limite, on comprendrait qu'il a des trucs. Non, il le voit comme un terroriste. Voilà. C'est quand même incroyable, quoi. C'est signé. Ils se rendent même pas compte qu'ils ont signé leur truc. Je veux dire, toutes les chaînes, TVL qui voit son compte bancaire qui vole dans les airs, Toxin qui est visité, qui est attaqué par TF1, Omerta qui voit ses comptes bancaires qui volent dans les airs, Société Générale qui m'a volé littéralement, enfin qui a braqué qui m'a littéralement viré. En même temps, c'est parce que je disais à tous les gens de la Société Générale d'aller à la BNP. Donc, allons-y gaiement. Voilà, c'est la moins pire. J'ai dit c'est la moins pire. Je n'ai pas dit que c'était la meilleure. Ouais. Donc on voit bien que le raidissement, le mot est faible. Ils sont sérieusement énervés. Oui. Ils ont la rage même. Oui. Ils ont la rage. On le voit, oui. On le voit nettement. C'est clair. Alors,
Et c'est pour ça que je vous dis, ce livre est tombé pile au moment des trucs à l'Assemblée nationale sur les retraites. Ouais. Donc ça, c'est le rappel quand même qu'ils ont volé les retraites. Voilà. Permettez-moi. Je m'énerve, mais... Non, mais c'est la passion. À la fin, c'était... Mais je voyais... J'ai vu des choses en écrivant ce livre que je n'avais pas vu quand j'étais en plein dedans. Je ne sais pas comment expliquer vous ça. avez pris un peu de... Voilà. Je rappelle quand même que c'est une épopée tragique, qu'il est très bien sourcé, et je vous propose une conclusion que j'ai faite dans un article sur votre livre, paru dans Politique Magazine. Voici la conclusion. Il arrive que les gangsters prennent en otage des banquiers. En général, c'est d'ailleurs des employés de banque. Absolument. C'est arrivé à mon banquier, d'ailleurs. Mais c'est quand même plutôt rare, et quoique spectaculaire, mais d'un rendement médiocre. Bon, qu'est-ce que vous ramassez? Quelques sacs de billets. Absolument. En comparaison de la gigantesque prise d'otage des peuples par les banquiers. Voilà. Ah mais ils ont pris en otage le monde entier. Et ils ont fait chanter les gouvernements. Oui, bien sûr. Ils ont fait chanter les gouvernements. Oui. Si vous ne nous sauvez pas, vous avez la révolution le lendemain. Mais bien sûr. Je veux dire, quand Tim Geithner, vous en avez parlé tout à l'heure, dit « J'ai failli arrêter tous les distributeurs de New York », enfin si vous avez fait ça... voilà, c'était... Mervyn King, Bank of England, a dit la même chose. J'ai failli arrêter tous les distributeurs anglais en janvier 2009. Oui, juste, oui. Janvier 2009, genre après, 2 mois après, 3 mois. Octobre, novembre, 3 mois après. Voilà. Alors, Pierre, donc nous arrivons à la fin de cet entretien, mais le livre... Écoutez, je vous remercie. Le livre n'est pas épuisé, mais il est très bien fait parce que vous avez des rubriques courtes. Le choc Madoff, crise anglo-allemande, après la Chine... C'est surtout une chronologie, donc voilà, on voit l'évolution, on voit la montée en puissance. Voilà. C'est vraiment c'est comme un journal. Une épopée tragique. Un journal en temps de guerre, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai qu'ils ont fait la guerre au peuple. Et il y a les dessins de Chapat. Je salue Patrick Chapat, qui a fait, je trouve que ce dessin le plus génial qui ait jamais été fait dans l'industrie. C'était pour le International Herald Tribune. Oui, c'est excellent. Les dessins de Chapat sont excellents. C'est écrit en anglais, mais on comprend assez facilement. Oui, il y a la traduction. Oui, bien sûr. C'est rempli de documents. C'est rempli de photos, personne... On voit une brave dame qui tient un cochon, un petit cochon, un tirelire. Et le prix Nobel d'économie 2008 va à Mrs. Jones pour avoir gardé ses économies à la maison. Exactement, Mrs. Jones. Il y en a d'autres la fameuse chanson des Talking Heads. Je sais pas si vous... Alors oui, il y a des références aussi filmographiques. Ah ben il y a ça, il y a ING. Ah oui. ING et sa publicité mensongère. Taux modèle. Parce qu'ils mettent en grand 5%. On vous donne 5% sur votre caisse votre compte épargne, mais en tout petit, c'est juste pendant 3 mois. Et après, tu retombes à 1%, quoi. Et évidemment, il faut c'est abusé, quoi. Sur top modèle et taux modèle, évidemment. C'est la pub. 5% ING a été sauvé 4 fois ou 5 fois même par l'État hollandais. Oui. L'argent du peuple. Moi, je signale aux Suisses qui nous regardent, c'est votre argent qui a sauvé Crédit Suisse à l'époque. Ils ont perdu 50 milliards. Et ça n'a pas empêché Crédit Suisse d'exploser il y a 2 ans, 3 ans. Comme quoi, à un moment donné, ils peuvent plus. Ils peuvent plus maquiller les comptes éternellement. Oui, même chose, on voit une jeune femme avec des grandes guiboles et une toute petite mini-jupe. Cette année, les taux d'intérêt se portent très haut. Oui, voilà, c'est ça. C'est toujours avec du sexe. Ça aide à vendre des taux d'intérêt qui sont totalement... Tiens, j'ai une photo de Georges Pogé. Là. Parce que là, on lui a taillé un maillot de bain, lui aussi. Les Français payent pour Georges Pogé, patron du Crédit Agricole. Monsieur Pogé, il dit... les banquiers ont commis des erreurs. Nous en avons déjà tiré les leçons, a déclaré Monsieur Pogé. Non mais, ils ont perdu 8 milliards. 8 milliards, ils se sont récupérés sur vos comptes, vous inquiétez pas.
Oui, le casino mondial C'est continue. le casino mondial. Il continue. Il savait même pas ce qu'il achetait. Georges Peugeot est un incompétent notoire. Et je pense que le PDG du Crédit Agricole aujourd'hui ne doit pas être mieux. Hein, parce que ils achètent des produits dérivés, etc., qui peuvent leur exploser à la figure d'un instant à un autre. Parce qu'ils continuent. Bien sûr. Tout le cirque bien sûr, a bien repris, sûr. en fait. Ah, les produits dérivés. On en a parlé ensemble Oui, bien sûr. depuis... Bien sûr. Je me Et souviens, il y a les 2 CDS. ans, une rentrée de septembre, j'ai dit, on est de nouveau en retour en 2008. Vous vous souvenez? Oui, je me On l'avait souviens, fait. oui. Pierre Jovanovic, 2008, quand tout a commencé et que ça continue. Écoutez, l'année où chaque jour les médias et les politiques ont menti aux citoyens pour leur cacher le plus grand hold-up de l'histoire mené à l'échelle planétaire par des banquiers américains devenus fous, totalement fous. Et on salue Mais la folie- Goldman Sachs, Lehman Brothers, Merrill Lynch, Bank of America, et on salue Black Masters. Oui. C'est quand même Oui, ce outil. C'est les nos deux. CDS. Voilà, parce que CDS. j'ai écrit sur Blight il y a quand même 15 ans maintenant. Credit Default Swap. J'ai fait le boulot, hein. Oui, vous avez fait, vous voilà. avez fait le job. Vous avez fait le boulot. Credit Default Swap, qui sont d'ailleurs titrisés eux-mêmes, qui sont... Ils se sont servis des CDS, Oui. le AIG, etc. Tout ça, ils achetaient des CDS chez AIG ou chez les autres. Sauf que Goldman Sachs s'est aperçu qu'AIG se cassait la gueule. Et Il a donc, repris ils ont une racheté un assurance CDS, contre une son assurance, assureur. exactement. C'est quand même extraordinaire. C'est énorme, énorme. Ben Non, voilà. mais vous allez vous amuser. J'ai une lectrice qui m'a écrit en disant: mon mari est en train de lire votre livre, je peux pas avoir la paix, toutes les 2 minutes il est en train Il de vous râler. interpelle, Il il est interpelle. en train de râler, oh les enfoirés, oh les salauds, etc. Faut mesure qu'il avance dans le livre. Merci Pierre, merci cher Pierre. Et Merci, je tiens à remercier vraiment du fond du cœur tous les lecteurs et les lectrices qui sont venus me voir dans les salons, qui m'ont remonté le moral. On m'a envoyé vraiment des fleurs, du champagne, enfin vraiment pour remonter le moral. Et je tiens à vous dire très sincèrement que vous êtes notre protection. Oui. Hein, parce qu'en ce moment, à l'Élysée, ils sont extrêmement énervés. Hein. Et comme vous n'avez pas de chien mais un chat, vous n'avez pas Moi, de j'ai un laisse de chat. chien. Voilà. Et puis c'est pas un chat policier. Et vous savez, c'est Paul Léoto qui disait ça. Oui, absolument. D'ailleurs, j'ai fait un tweet là-dessus en disant que mon chat n'était pas du tout dépressif et qu'il n'avait aucune envie de se Et suicider. Paul Léoto disait j'aime mieux les chats que les chiens parce qu'il n'y a pas de chat policier. Exactement. Conclusion humoristique sur un problème tragique. Bisous et caresses à tous vos chats et à tous vos toutous. Merci à vous et merci pour votre protection. Merci à vous Pierre. Merci à vous, Olivier. À bientôt chers téléspectateurs.